Public Sénat, Campagne TV et Groupama vous présentent Salon ouvert. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour cette nouvelle émission en direct du Salon international de l'agriculture. Cet après-midi, on va s'intéresser aux crises sanitaires en général et à la grippe aviaire qui frappe, vous le savez, de plein fouet les élevages du sud-ouest. Mais avant d'aborder ce thème avec mes invités sur ce plateau, vous le savez, le Salon de l'agriculture, c'est aussi le rendez-vous incontournable des politiques en cette année d'élection présidentielle. Ce matin, c'est Marine Le Pen, la candidate du Front National, qui parcourait les allées du salon. Vous le voyez sur ces images. Elle est allée à la rencontre des éleveurs, des producteurs et elle a délivré un message très politique. On l'écoute tout de suite au micro de Michael Zamès. Madame Le Pen, nous sommes en direct sur Public Sénat. Juste quelques mots. Quel message êtes-vous venu dire aujourd'hui aux agriculteurs? Je leur dis de tenir bon, parce qu'on a besoin d'eux, mais qu'il faut radicalement changer la politique qui a été menée en matière d'agriculture. Il faut faire du patriotisme économique, il faut arrêter de sous-traiter à l'Union européenne l'avenir de notre agriculture, parce qu'on a vu ce que l'Union européenne a fait et les résultats sont dramatiques. Voilà, il y a des moyens très concrets et très rapides à mettre en œuvre pour que les agriculteurs puissent à nouveau vivre de leur exploitation, ce qui n'est plus le cas depuis des années. Est-ce que c'est un référendum pour ou contre l'Union européenne, cette élection présidentielle? C'est surtout un référendum pour ou contre la liberté et la souveraineté. Parce que sans liberté et sans souveraineté, alors nous ne pouvons plus agir sur notre avenir. Le gouvernement est rentré en campagne contre vous. Il y a un message ce matin? Écoutez, je vous remercie de tomber les masques. Au moins les choses sont claires. Un stop là. Merci. Voilà pour cette réaction de Marine Le Pen enregistrée ce matin. Autre personnalité présente aujourd'hui au Salon de l'agriculture, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat. Il était entouré d'une délégation de sénateurs. Vous le voyez sur ces images, entouré de Jean-Claude Lenoir, le président de la Commission des affaires économiques, ou encore de Jean Bizet, président de la Commission des affaires européennes. Ils sont allés à l'écoute et à la rencontre des jeunes agriculteurs. Ils ont parlé simplification des normes et accès au foncier. Écoutez cet échange, c'était ce matin au micro de Quentin Calmet et de Cécile Sixou. Le rapport Bailly a été extrêmement clair sur la partie des normes, qui est un rapport des sénateurs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on les empile, on les surempile. On a les exemples sur les phytos, sur l'eau, sur beaucoup de sujets environnementaux. Je ne sais pas comment on pourrait arriver à sortir de tout ça. Les sujets, moi je l'ai toujours dit, il faut arriver à la solution néerlandaise. Pas de normes supplémentaires sans suppression d'autres normes et de réexamen. Ça peut paraître simpliste, mais c'est quand même, c'est ce que les Néerlandais ont conduit. D'ailleurs, y compris en agriculture. Je vous le rappelle. C'est un travail sur lequel on va continuer. Nous, on en a fait une priorité. Un travail pas facile parce que, je le dis devant Sophie Primas, il faut qu'on trouve un équilibre avec la société. On a une société urbaine, et ça je vous le dis, qui est de plus en plus interrogative. Voilà pour cette réaction de Gérard Larcher. On va parler à présent des crises sanitaires, mais aussi de la grippe aviaire, je vous le disais, puisqu'il y a 7 jours, le gouvernement annonçait l'abattage massif de 600 000 canards dans les Landes. Objectif, mettre en place un vide sanitaire pour tenter d'éradiquer ce fléau qu'est la grippe aviaire. C'est une première en France, il faut le rappeler, pour casser le cycle du virus. Mais vous allez le voir, pour les exploitations concernées, cette stratégie peine à convaincre les éleveurs. Ils se voient contraints, la mort dans l'âme, d'euthanasier leurs canards. C'est un reportage réalisé la semaine dernière dans le Gers par Cécile Sixou. Bon ben voilà, la poussinière qui est désespérément vide. Voilà. Ici, normalement, 3000 canetons nasilles. Mais depuis le 11 janvier, les 400 mètres carrés où ils grandissent sont vides. Pour Véronique, qui normalement en prend soin, le coup est dur. C'était des tout petits, quand on les a euthanasiés, ils avaient 5 semaines. Et vous savez qu'on s'en occupe tellement tous les jours, qu'en étant des petits bébés comme ça, pour moi personnellement, ça fait très mal au cœur. À 10 km de là, la grippe aviaire H5N8 a contaminé 2 exploitations de canards. Par précaution, les 10 000 palmipèdes sains de Thierry Vignol ont eux aussi été euthanasiés. Depuis, avec ses 4 associés, ils sont au chômage technique et ils ont dû licencier une salariée.
Ne connaissant pas les dates de reprise, la durée de vie sanitaire, on a été obligé de passer par un licenciement économique. Donc c'est toujours difficile, surtout qu'on est quand même une petite exploitation. Donc on a des relations très privilégiées avec le salarié, bien évidemment. Il n'empêche qu'on s'oblige quand même à être là tous les matins, ne serait-ce que pour faire le tour de l'exploitation, voir si rien n'a bougé. L'an dernier, le H5N1 avait déjà sévi, un vide sanitaire de 3 mois, 25% de la production perdue. Heureusement, l'État l'a indemnisé. La seule information que l'on ait, c'est que le calcul se ferait de la même manière que celui de début d'année. Cette fois, c'est la moitié de sa production annuelle qui est partie en fumée. Thierry Vignol fait les comptes. Ça ferait une indemnisation donc à 2,63 par caneton. Et on en a 4000 qui sont partis à la benne. Ça fait 10 528 € déjà, rien que pour les petits. Une facture salée pour l'ensemble de la filière. Au total, les syndicats estiment qu'en France, les pertes financières pourraient atteindre 270 millions d'euros, autant que l'an dernier. Séverin, le fils et associé de Thierry, est inquiet pour son avenir. C'est la première fois qu'on vit un épisode de grippe aviaire aussi violente et oui, ça a remis en question pas mal de choses sur nos investissements, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse dans l'avenir pour se mettre aux normes aussi, aux normes sanitaires. Donc de ce côté-là, on laisse les choses se tasser, on attend un petit peu voir ce que vont sortir un peu les scientifiques. J'espère qu'ils vont mettre à jour peut-être une vaccination, je ne sais pas. Difficile en tout cas pour le moment d'endiguer un virus particulièrement virulent dont on ne connaît pas bien les causes. Si selon la version officielle, il provient d'oiseaux migrateurs, d'autres hypothèses comme les transports des animaux ou la provenance des canetons sont avancées. Le gouvernement propose lui de remettre à plat toute l'organisation de la filière pour que l'on puisse revoir des canards gambader dans les champs landais. Et on va prolonger ce débat avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Ferré. Bonjour, vous êtes vice-président de l'APCA, c'est l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Merci d'être avec nous. Également avec nous Raymond Vall, bonjour, sénateur RDSE du Gers. On vient de voir aussi votre département touché par la grippe aviaire. Jean-Jacques Lasserre est également sur ce plateau. Bonjour, sénateur UDI-UC des Pyrénées-Atlantiques. Josian Pala qui est également sur ce plateau. Vous êtes le secrétaire national chargé des questions sanitaires et de l'élevage pour la Confédération paysanne. Et enfin, Michel Dantin, vous êtes député européen, vous appartenez au groupe du Parti populaire européen. Première question pour vous, Raymond Vall, puisqu'on voit votre département dans ce reportage. Que pensez-vous de ces mesures d'abattage préventif? Il n'y avait pas d'autre solution pour le gouvernement si on veut éradiquer la grippe aviaire aujourd'hui? Effectivement, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution. Vous avez vu la détresse de ces hommes et de ces femmes devant cette catastrophe. Et je crois qu'il était sage, malgré tout ce que ça représente comme perte, comme douleur, de faire ces abattages massifs. Et le département du Gers a été un des premiers touchés. C'est peut-être aussi le premier qui va peut-être sortir de cette crise, mais ce n'est pas encore gagné. Donc on ne peut que s'associer à cette détresse et essayer de tout faire pour que nous puissions recommencer le plus tôt possible les productions. Ouais. Pascal Ferré, même analyse, cet abattage massif, je le disais, c'est une première en France. On n'avait pas d'autre solution selon vous? Il n'y avait pas d'autre solution. Il y avait une forme d'unanimité professionnelle sur le sujet, avec bien sûr beaucoup de regrets. La seule règle de prudence que nous avons toujours évoquée, c'est qu'il faut que rapidement, effectivement, la technique sanitaire mise en place soit efficace, efficiente, que les aides suivent. Et je le dis à Michel Dantin, député européen, comment voulez-vous, à un moment donné, que sur le premier abattage sanitaire, l'Europe n'a encore pas répondu et que les aides européennes ne sont pas arrivées. Ça nous pose un vrai souci. Je pense que l'ensemble des éleveurs, l'ensemble de la filière, qui laisse quand même beaucoup d'emplois, beaucoup d'économies, c'est des pertes de marché extraordinaires, doivent effectivement pouvoir rebondir sans préjudice financier. Michel Dantin, justement, puisque vous êtes interpellé, c'est vrai que vous avez interpellé très rapidement la Commission européenne pour demander des aides pour les éleveurs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je ne peux pas laisser dire à Pascal Ferré ce qu'il vient de dire. La Commission européenne a répondu positivement sur le dossier 2016. Concernant le dossier 2017, à date d'hier au soir, la Commission n'est encore saisie d'aucune demande de la part de la France. Alors peut-être une réaction avec vous, Josian Palache, puisque on voit quand même qu'il n'y avait pas d'autre solution. On a pu aborder aussi la question de la vaccination. Est-ce que vous pensez que par cet abattage massif, préventif, on peut sortir de la maladie, ou est-ce qu'il y a aussi peut-être d'autres pistes à explorer?
Je crois que dans la situation de crise où je trouve aujourd'hui, pour diminuer la pression virale, l'abattage était certainement une des solutions pour le moment. Après, la grande question, c'est comment on va redéfinir le peuplement et comment on va modifier un peu le système d'élevage de canards gras pour éviter qu'il y ait un prochain épisode de grippe aviaire, parce que je rappelle que c'est quand même le second. L'an dernier, ce n'était pas spécialement les palmipèdes qui étaient touchés, c'était plutôt les gallinacés. Mais il y a des risques pour que l'année prochaine, on se retrouve dans les mêmes situations. Donc je crois qu'il faut redéfinir le mode de production de l'élevage de canards gras. Ouais, on va y venir. Jean-Jacques Lasserre, c'est vrai qu'on a vu à la fois l'abattage massif, mais il y a aussi la question des oiseaux sauvages. Est-ce qu'on en tient suffisamment compte pour éradiquer la maladie ? De mon point de vue, non. Ceci étant dit, je partage le point de vue de ceux qui viennent de parler. Il fallait abattre. Il fallait abattre pour des raisons évidentes. C'est un virus nouveau, totalement nouveau. Et je ne vois pas d'ailleurs comment on pourrait imaginer qu'un système de vaccination serait efficace sur un virus qui vient d'être à peine d'être identifié. Il faut faire très attention dans les mots que l'on emploie. Je considère qu'il est d'une absolue nécessité d'abattre parce que ce virus est en train de toucher, et imaginez le cataclysme, de toucher les volailles. Donc il fallait éradiquer, même avec des mesures extrêmement dures. Et je considère également que à des mesures dures doivent correspondre des engagements financiers publics au niveau qui convient. Donc nous sommes dans l'attente de l'application du plan gouvernemental. D'après ce que nous avons compris, le gouvernement s'engagera et je suis de ceux qui considèrent que les collectivités locales, les régions, les conseils départementaux, je suis président du conseil départemental, devront accompagner l'absence de trésorerie sur des formules que nous connaissons. Je pense que abattage, exigence et en contrepartie, couverture du risque financier et des situations catastrophiques. Alors on va continuer ce débat, mais je vous propose tout de suite de retrouver Saveria Rojek dans les allées du salon qui nous fait vivre le salon côté coulisses. Et justement, vous êtes avec un éleveur particulièrement concerné par cette question justement de la grippe aviaire et de l'abattage préventif. Saveria. Absolument Delphine, je suis avec Romain Larieux. Bonjour Romain. Bonjour. Alors vous êtes particulièrement concerné par cette crise majeure dont nous parlons. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout d'abord comment vous avez été touché ? Oui, malheureusement, c'est sûr que ce n'est pas une très bonne période pour nous en ce moment. Bon, c'est l'occasion de monter sur Paris, se faire entendre. On se sent soutenu par nos clients, c'est déjà ça. Alors, vous êtes éleveur dans les Landes, vous avez 2000 canards. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Alors, c'est vrai que la semaine dernière, je devais monter pour préparer le salon jeudi dernier. Malheureusement, ils sont venus charger mon lot de 2000 canards sur la ferme pour le dépeuplement, par rapport au vide sanitaire. C'est un handicap pour nous, c'est un tiers de notre production. Donc ça fait mal, on n'avait pas du tout de stock. C'est-à-dire que la totalité de votre élevage, vos 2000 canards ont été abattus? Non, ce n'est pas la totalité de notre production. Nous on produit environ 6000 canards par an. Et là, ils sont venus abattre 2000 canards sur la ferme. Voilà, donc malheureusement, en plus, ces canards, ils n'avaient pas de mortalité, n'avaient pas le virus, mais c'est des mesures de prévention. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que vous allez être indemnisé tout de suite? Alors non, déjà, il manque les 30% à percevoir de l'an passé par rapport à ce virus de grippe aviaire. Pour cette année 2017, pour l'instant, on ne sait rien. On nous dit qu'on va être indemnisé, on ne sait pas quand. On n'a pas plus d'infos que ça. Et moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est comment on va reprendre et dans quelles conditions. Parce que là, on savait depuis 15 jours que ça allait arriver dans les Landes, le dépeuplement total. Bon, c'était acquis pour tout le monde, on ne comprend pas tout, mais on a accepté. Par contre, maintenant, tous les petits éleveurs comme nous, qui font de la qualité, du canard en plein air, élevé, gavé, transformé à la ferme et également nourri avec nos céréales, on se demande comment on va pouvoir repartir en fin d'année prochaine et dans quelles conditions. Parce que là, les mesures qu'on voit, les grands textes, c'est de l'élevage en bâtiment, en claustration. Et ça, pour nous, c'est hors de question. Ça, c'est le système industriel. Et nous, c'est tout sauf ce qu'on veut faire. Vous avez l'impression de ne pas être entendu, ou en tout cas assez entendu par les pouvoirs publics? Voilà, tout à fait. Nous, on veut défendre le produit de qualité, le canard entier, traditionnel,
la qualité, l'authenticité, la tradition. Et pour cela... Oui, il faut préciser, hein, c'est une affaire de famille, vous travaillez avec vos parents depuis plusieurs générations. Tout à fait. Ça fait la ferme, le foie gras sur la ferme, ça fait environ 60 ans qu'on transforme nos produits. Donc moi je suis exploitant avec mes parents et on est 6 à travailler sur la ferme, tout ça en famille. Donc on fait tout de A à Z, de l'élevage à la transformation, tout en vente directe sur la ferme. Vous pouvez nous présenter un peu vos produits? Alors là, nos produits, ici vous voyez, vous avez notre foie gras entier de canard, traditionnel, surtout entier, je précise là-dessus, c'est vraiment le canard fermier du sud-ouest. Tout sauf le bloc, ce qu'on peut trouver en grande surface. Voilà, ça c'est un canard qui a été, des produits qui ont été transformés en début d'année, travaillés à chaud, déveinés à chaud, naturel, sel, poivre uniquement, très important, surtout pour le goût. Ensuite, je tenais surtout à vous parler de ce produit, pardon. Ah, je voulais là, pardon. Allez-y, je vous en prie. Donc vous faites également, je crois, des rillettes. Oui, alors les rillettes, ça c'est quand même des produits assez basiques. C'est des rillettes qui sont en base simplement de canard, toujours naturel, sel, poivre. Tous nos produits sont à base 100% de canard et toujours naturel, sel, poivre, c'est tout. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci Romain d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup Saveria. On vous retrouve dans un instant. Je salue Olivier Allemand, notre partenaire de Campagne TV qui nous a rejoint. Merci bonjour, Olivier. Elfine, bonjour à tous. On parlait de cette crise sanitaire, de cette grippe aviaire. Est-ce que la France a été prise de court? Est-ce qu'on n'a pas vu venir ce nouveau virus? Jean-Jacques Lasserre, je disais justement, un virus d'un type nouveau. Oui, ben on est passé d'un virus H5N1 à un virus H5N8, donc il y a aussi des mutations dans ces virus de grippe aviaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas été forcément pris de court, parce que finalement, les systèmes de surveillance épidémiologique du ministère de l'Agriculture, de la DGL, avaient repéré la venue de ce virus-là. Par contre, c'est, j'allais dire, le virus a été beaucoup plus mutant et beaucoup plus dangereux que l'an dernier. C'est ça en fait, c'est la viralité et l'importance de cette viralité qui a été surprenante et qui a surpris plus les services du ministère. Ouais. Josiane Palache, vous disiez, vous prenez des circuits courts, une totale refonte du système peut-être dans la production notamment du foie gras pour éviter ce type d'épizootie. Mais est-ce qu'il y a des mesures aussi de prévention qu'on doit prendre en amont? C'est toute une réglementation, des contrôles sanitaires qu'il faut revoir selon vous? Je crois principalement, alors, des virus aviaires, il entraîne tout le temps. Je crois que voilà, on ne pourra pas se protéger, je dirais, d'éradiquer la faune sauvage. C'est impossible à imaginer. Donc il y aura toujours des risques d'attaque de virus. Après, il faut voir de mettre en sorte des conditions d'élevage qui permettent de limiter l'impact qu'ils peuvent avoir sur les élevages. Alors c'est d'éviter les concentrations bien trop grandes des productions. Parce qu'aujourd'hui, sur l'exemple que vous avez montré tout à l'heure, c'est un élevage de 6000 canards dans l'année. C'est ce qu'on peut considérer dans les petits élevages. Parce qu'il est fréquent de trouver des élevages à 25-30 000 canards sur des mêmes sites. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut certainement réfléchir pour éviter que, quand on aura des épisodes de grippe aviaire, qu'il n'y ait pas cette diffusion qu'il y a eu au cours de cette année. Oui. Pascal Ferré, on va peut-être parler aussi de l'impact financier pour les producteurs. Quel est le manque à gagner finalement de cette crise? Alors, le manque à gagner est énorme, mais si vous permettez quand même sur un point. J'entends mon collègue Josiane Palache dire des choses que je peux partager, mais que partiellement. Le problème que nous avons aujourd'hui à redéfinir avec la DGAL, c'est les règles de biosécurité. Il faut revenir sur les principes fédérateurs des règles d'hygiène. On s'aperçoit que l'ensemble de la chaîne, il y a trop d'intervenants et des intervenants qui ne sont pas toujours trop attentifs à l'hygiène. Et quand c'est un problème viral là-dessus, on est d'accord, il faut durcir les choses. Ces règles d'un département à l'autre, c'est ce qui a pu ressortir aussi. Mais bien sûr, la circulation des camions, des canards, des laveurs, etc. Il y a des choses à refaire et il faut redéfinir, ne pas revivre ça. Bon, sur les impacts financiers, le premier chiffrage est énorme. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un impact aux alentours de 200 millions d'euros estimés. Mais je dirais qu'avant de raisonner en macroéconomie, ce qu'il faut regarder, c'est l'impact que ça donne. 1, vous avez des éleveurs qui attendent de l'argent, qui ne repartiront peut-être pas. 2, l'impact, il est majeur pour la structuration économique de cette région. N'oublions pas, ce sont des petites fermes en général qui font de l'engraissement avec leurs céréales. On ne l'explique jamais suffisamment. Avec derrière ça, énormément d'emplois salariés qui transcendent sur l'exploitation ou des petits artisans. Parce que, étant chambre d'agriculture, nous sommes aussi avec le réseau Bienvenue à la ferme et nous avons d'étroites relations avec la chambre des métiers. Et on s'aperçoit quand même
que c'est tout un tissu économique. Et c'est pour ça que nous avons demandé au ministère de l'Agriculture d'accélérer le dispositif et d'abattage et d'indemnisation et le dispositif des procédures. C'est un virus nouveau, extrêmement virulent. Il faut effectivement que l'État soit très réactif, comme la filière l'a été. Raymond Vall, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est vrai qu'il y a eu peut-être des règles de biocontrôle qui n'ont pas été respectées, notamment dans le transport des canards d'un département à l'autre. Il faut revoir tout ça. Bien sûr que de toute façon, cette production est une production prestigieuse. Il faut vraiment favoriser cette production de proximité. Il ne faut pas disperser les différents stades de la production. Et par conséquent, je voudrais également lancer un appel. Ça a été dit. Il y a encore de la production qui se réalise par rapport à ces producteurs à la ferme. Et il ne faudrait pas que les consommateurs, avec évidemment tout ce qu'on entend, pensent qu'aujourd'hui il n'y a plus de production, il n'y a plus de foie gras disponible. Moi je lance un appel pour que les Français et les Françaises soient solidaires. Il faut continuer à consommer du foie gras qui aujourd'hui a pu ou continuer à produire ou recommence à produire dans certains cas. On a été un peu moins touchés cette année que nos amis landais. Et donc, il y a des parties qui aujourd'hui continuent à produire et qui vont reproduire. La meilleure façon d'aider cette filière, c'est de continuer à consommer du foie gras. On n'a pas de preuve de contamination sur l'être humain de ce virus qui est virulent. Il faut le répéter. On ne prend aucun risque à consommer aujourd'hui du foie gras du Sud-Ouest. Alors, on va continuer sur ce thème dans un instant si vous voulez bien, mais je vous propose aussi d'écouter Christian Estrosi, c'est une des personnalités politiques présentes au salon aujourd'hui. Il a répondu ce matin aux questions de Michael Zamès. On écoute tout de suite le président de la région PACA. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui les électeurs proches de l'agriculture, aujourd'hui des agriculteurs, votent plus pour Marine Le Pen que pour la droite? C'est une nouveauté. J'explique simplement que Xavier Bertrand l'a battu au nord, que j'ai battu sa nièce au sud, parce que sans doute ont-ils compris que nous avions, lui et moi, une politique beaucoup plus attractive que la sienne en matière notamment agricole. Et lorsque je vois le programme extravagant qui est le sien et qui pourrait réduire encore de 30% le pouvoir d'achat des agriculteurs qui déjà vivent en souffrance aujourd'hui avec des minima, notamment au niveau des retraites, mais aussi des revenus de leur production qui ne leur permettent pas de vivre, eh bien, je dis qu'elle constitue un danger. Et lorsque l'on voit les politiques innovantes que nous menons à l'échelle de notre région, de chacune de nos régions, où là c'est du concret, c'est pas des commentaires, c'est pas des grandes phrases comme Madame Le Pen qui vient ici avec ses tartufferies le long des allées du salon de l'agriculture. Nous on est au quotidien aux côtés des agriculteurs, nous on réforme, nous on met en place des fonds d'investissement, nous on apporte des formations qualifiantes, nous on essaie d'apporter ce soutien à l'investissement pour la modernisation des équipements dont ont besoin nos agriculteurs. Nous soutenons les filières d'élevage, nous accompagnons à l'exportation puisque nous avons en charge les schémas régionaux d'internationalisation et d'exportation. Et lorsque je vois qu'en près d'un an, nous avons fait monter de 20% notre capacité à l'exportation, eh bien, dans la part de PIB de chaque habitant de notre région, ce sont des politiques qui portent. Donc je vois cette politique nationale où chacun se concurrence, fait de la surenchère, avec des projets qui ne sont pas financés. Madame Le Pen dit j'ai un projet à 215 milliards d'euros, mais en même temps, je vois que dans ses recettes, elle ne prévoit que 45 milliards d'euros. Je dis comment va-t-elle financer, avec déjà une dette extérieure de la France qui est de 2600 milliards d'euros, les 170 milliards d'euros qui ne sont pas financés dans son projet. Nous voyons bien qu'il vaut mieux faire confiance à des présidents de région qui, comme nous, sommes au cœur des réalités quotidiennes. Changeons la vie de nos régions de France plutôt que quelqu'un qui affabule et ferait craindre le pire à notre pays. Un message qui est passé. Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'avoir témoigné sur notre micro. Voilà, merci beaucoup, Mickaël. Jean-Jacques Lasserre, on entendait cet appel lancé par Raymond Vall, justement, aux consommateurs, continuer à consommer du foie gras. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment la preuve de danger que représente ce virus pour l'homme. Il n'y a pas de possibilité de transmission du virus à l'homme? Il faut être très prudent, M. Valls a raison. Il faut rassurer le consommateur. Je viens d'écouter les interventions précédentes, elles ne me sont pas, de mon point de vue, d'une contribution essentielle au débat que nous avons. Je considère que dans cette affaire-là, il y a
3 stades. Le court terme, l'abattage et un bon niveau d'indemnisation des éleveurs. Deuxièmement, le moyen terme. On va sortir, je l'espère, rapidement de cette crise et nous avons déjà identifié sur un plan sanitaire toute une série d'opérations que l'on pourrait engager sans trop de frais, au niveau des pratiques, les transports notamment, au niveau du, comment dirais-je, du passage de toutes les personnes qui vont dans les élevages. Il y a des choses assez commodes, assez faciles à organiser. En complément avec les premiers investissements de l'an dernier, il y a des choses à faire et il y a le moyen terme. Le moyen terme, et je rebondis un peu sur le débat qui a commencé de naître, c'est les discussions qui ont lieu sur les modèles. Alors, moi je veux bien qu'on rentre dans cette discussion. Il n'y aura des solutions qu'à moyen et long terme, et je considère que c'est un sujet extrêmement délicat. Il ne faut pas que ce sujet devienne l'exutoire des passions syndicales, professionnelles que l'on connaît bien, que l'on rencontre dans ces milieux, et je crois très sincèrement qu'il faut s'y pencher, mais avec une vue très lucide des choses. J'ai cru comprendre que, par exemple, c'est étonnant que dans des bâtiments claustrés, il y a moins de risques que dans des bâtiments plein air. Ça change complètement l'idée, les opinions que l'on peut se faire. Par contre, le dimensionnement des élevages, il faut qu'on ait une réflexion, une discussion. Je suis opposé aux dimensions industrielles parce qu'elles multiplient le risque, non seulement sanitaire, mais financier également. Quand une affaire comme ça s'abat sur une très grosse affaire, il faut qu'on regarde les dimensionnements, il faut qu'on regarde les fonctions des éleveurs. Je suis agriculteur. Je ne me vois pas accouveur, éleveurs, engraisseurs et abatteurs, imaginez les conditions de vie sociale de ceux qui s'aventureraient, une certaine spécialisation réglementée, codifiée, mesurée, de mon point de vue, peut être aussi la solution, pas exclusive, mais il faudra que sur ce modèle, on se retrouve pour véritablement taper dans le mille. Alors, peut-être une réaction avec vous, Josiane Palache, parce que je crois que vous êtes directement interpellé par Jean-Jacques Lasserre. Oui, non, sur le dire que l'élevage en claustration, c'est certainement pas la solution, hein, parce qu'on a bien vu que dans le cas qu'on a aujourd'hui, il y a des élevages en claustration qui ont été contaminés, notamment des accouvoirs, qui pourtant, en principe, appliquent des règles de biosécurité vraiment très fortement et qui ont aussi été impactés. Donc je crois que là-dessus, il faut certainement revoir voilà, les modes de production et surtout, je crois qu'il faut garder cet élevage plein air qui soit beaucoup moins concentré, mais qui est quand même l'image de ce produit, de qualité de ce produit-là. Il est assez inimaginable quand même de remettre tous les canards gras dans des bâtiments fermés. Ça, je crois que... et en plus, ça ne protégera pas, hein, parce qu'on voit bien qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des élevages en claustration qui ont été contaminés. Ouais. Olivier, peut-être. Oui, derrière, il y a la question du bien-être animal aussi qui est important pour le consommateur. Mais au-delà de cette question du bien-être animal, la réflexion long terme qu'il faut aussi avoir, c'est le système assurantiel sanitaire. C'est-à-dire que derrière, on doit se poser la question de savoir, plutôt que d'indemniser quand ça arrive, comment on se crée un système assurantiel qui permet de gérer tout simplement ce risque-là, en plus du risque environnemental. Et ça aussi, c'est une question qui se pose aujourd'hui à la profession agricole. Michel Dantin. Oui, je voudrais revenir sur des choses qui ont été dites depuis un moment. Ce n'est pas la première fois qu'on a une crise sanitaire en France et en Europe qui conduit à des abattages généralisés. Mais dans les cas précédents, au moment où on déclenchait l'abattage généralisé, c'est parce qu'on voulait gagner du temps et on avait maîtrisé la cause de la maladie. Dans ce cas particulier, nous n'avons pas maîtrisé la cause. Alors il y a sans doute des mesures qui sont à prendre au niveau local, mais quand on regarde au niveau européen, la maladie est présente aujourd'hui dans différents pays d'Europe et elle est présente là où il y a des flux migratoires. Ça veut donc dire qu'il faut aussi réfléchir à la vaccination. On ne peut sans doute pas vacciner par injection chaque canard, mais il faut travailler le sujet. Je rappelle qu'en 2007, la France a été touchée, le monde de l'élevage a été touché par une maladie qui touchait les bovins, qui s'appelle la FCO. La FCO, elle progressait du nord au sud alors qu'elle a été provoquée par un insecte qui normalement vit en Afrique. Il a fallu plusieurs semaines, il a fallu l'engagement du ministre pour obtenir des laboratoires qu'il cherche, qu'il trouve et que l'on puisse traiter. C'est par la vaccination qu'on a enrayé le problème. Si on se contente aujourd'hui de dire « attendons un peu et on va remettre », au prochain passage d'oiseaux migrateurs, on aura sans doute les mêmes causes et les mêmes effets. Donc il faut travailler sur le court terme, sur le local, mais il faut aussi avoir une vision plus large
et plus prospective du sujet. Alors, avant de continuer ce débat, on retourne tout de suite retrouver Saveria Rojek qui est aussi dans le stand du Périgord avec un éleveur producteur frappé aussi par cette grippe aviaire et cette crise sanitaire. Absolument Delphine, je suis avec Alexandre Ozon. Alexandre Ozon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc producteur, éleveur de canards et producteur de foie gras, mais cette fois-ci dans le Périgord. Le secteur fait face bien sûr cette année à une crise majeure. Est-ce que vous-même vous avez été touché? Alors cette année non, car on est en Dordogne et la Dordogne n'est pas touchée par les mesures sanitaires. Par contre l'année dernière, oui, on a eu un arrêt de 5 mois de notre activité pendant 5 mois, de mars à août. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On n'a pas eu de production, on n'avait pas de canards dans nos fermes pendant toute cette période-là. Voilà. Et pendant ces périodes de crise, que ce soit l'année dernière donc pour vous ou cette année pour d'autres producteurs dans les Landes, quelles sont les mesures selon vous qu'il faudrait prendre en premier? Quelles sont les mesures dont vous avez besoin, que vous attendez? Alors là, au point de vue du sanitaire, je ne sais pas, on a eu une formation, mais on n'a pas changé énormément dans nos pratiques parce que honnêtement on était bien et on n'a pas eu de grippe aviaire dans notre exploitation. Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous avez le sentiment d'être assez soutenu par les pouvoirs publics? Je ne sais pas quoi vous répondre à ça. On ne les voit jamais. Donc, après on a eu des aides, des subventions, oui ça on a eu. Et après, voilà. Est-ce qu'on a eu des aides autres? Non, soutien. Vous avez l'impression qu'il y a trop de mesures sanitaires aujourd'hui, trop de contraintes dans votre travail? Non, on n'a pas trop de contraintes. On ne sait pas trop si ce qu'on fait ou si ce qu'on nous impose en plus, ça sert vraiment à quelque chose, voilà, concrètement. Vous n'avez pas l'impression que ça serve justement pour le consommateur à manger mieux, à ce que les produits soient meilleurs, plus sains? Moi, ça fait 10 ans que je suis gaveur. Dans mes produits, vous avez, pour mes canards, je leur donne du maïs et que du maïs. Et dans mes produits, quand on transforme, on met du sel, du poivre et des épices et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de stabilisant, il n'y a pas de lait, pas d'eau, pas de crème. Il n'y a que du canard quoi, et du maïs. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez peur qu'à l'avenir, ce type de crise, comme on connaît actuellement, se multiplie? Il faudrait peut-être voir les élevages aller réduire en quantité, peut-être, je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas vétérinaire, ni politicien, ni... Est-ce que vous avez l'impression que plus l'élevage est grand, plus le risque est élevé, c'est ça? C'est plus difficile de contenir un grand troupeau qu'une petite exploitation, c'est évident. Enfin, ça me paraît évident. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas vétérinaire. Mais avoir une exploitation avec 50 000 poulets ou 50 000 canards et une exploitation avec 1000 canards ou 1000 poulets, c'est complètement différent. Voilà. C'est plus facile à gérer. Très bien, merci beaucoup. Merci Alexandre d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Saveria. On continue notre débat. Pascal Ferré, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit bien peut-être le mode de production industrielle qui peut être pointé du doigt. Est-ce qu'il est le seul responsable de la crise sanitaire à laquelle nous assistons? Absolument pas. Si on avait voulu prendre les choses avec une rigueur extraordinaire, il aurait fallu effectivement aller dans chaque maison, dans chaque foyer, éliminer l'ensemble des animaux, des volatiles, des gallinacés qui traînent un peu partout. Ce qui est impossible. Vous n'allez pas demander à un maire, à un élu d'aller faire le gendarme. C'est une des difficultés que nous avons à gérer. Le seul point par rapport à la question que vous posiez précédemment, que Michel Dantin a répondu, sur laquelle je suis complètement d'accord, il faut que nous nous préparions à avoir des plans stratégiques de vaccination sur la fièvre catarrhale, sur l'influenza aviaire et sur d'autres maladies. Refuser cela, c'est d'aller au-devant des ennuis. Par contre, ce que je suis intimement persuadé, c'est quand une crise comme celle-ci arrive, il faut, d'entrée de jeu, prendre la décision de territoire. Et là, je dis, pour l'avoir rappelé au ministre de l'Agriculture il y a quelques jours, dire il faut éliminer les plus gros élevages, les élevages professionnels, sans toucher aux autres, on maintient des réservoirs permanents de contamination. Et regardez ce qui s'est passé. C'est facile de jeter l'anathème sur le transport de chaque côté de la route, etc. Oui, il y a certainement ça. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je me mets à la place de la Direction générale de l'alimentation. Je tire mon chapeau sur deux choses. La première, la France, son réseau sanitaire de détection sanitaire fonctionne. Parce qu'on a vu suffisamment tôt sur la faune sauvage
Dans le Cotentin, là où je suis, on a quand même eu quelques gallinacés sauvages venant de Finlande qui effectivement étaient atteints du H5N8. Deuxième chose, il va falloir qu'on se prépare qu'avec le réchauffement climatique, les modifications des flux migratoires, nous aurons de plus en plus souvent à ça. Donc renforcer effectivement la surveillance. Et puis troisième niveau, il faudra que si on doit attendre de l'État, des pouvoirs publics, des collectivités, des éléments tangibles, il faudra que la profession se dote aussi d'un arsenal pour répondre rapidement ou autrement. Ce sont des filières entières qui disparaîtront. Je rappelle pour finir, n'oublions pas que la France est le premier accouvoir du monde, que nous avons le potentiel génétique en canard, en dinde, que les autres pays n'ont pas. Et qu'un des risques majeurs, c'est de perdre des souches mères. Et il faut effectivement qu'on privilégie tout ce secteur de la reproduction des accouvoirs pour effectivement pouvoir répondre à la remise en production. Raymond Vall, on sait aussi qu'il y a une enquête préliminaire pour tromperie aggravée qui a été ouverte par le parquet de Paris. Elle doit tenter de déterminer les responsabilités dans la propagation de l'épidémie. C'est vrai qu'il y a pu avoir peut-être des lots de volatiles qui ont été envoyés à des éleveurs du Gers notamment, du Lot-et-Garonne ou encore des Hautes-Pyrénées, tout en sachant qu'ils étaient contaminés. Comment faire pour ne plus assister à ce type d'erreur selon vous ? Bien, ça a été dit. Je crois qu'il n'y a pas une seule réponse à cette épidémie qui est vraiment qui est vraiment exceptionnelle par sa virulence. Et donc, il faut jouer sur l'ensemble du clavier des solutions. C'est vrai que si je prends un département comme le Gers, bien, les productions de foie gras étaient au départ des productions complémentaires. C'est-à-dire que dans une ferme, il y avait un petit élevage qui commençait, etc. Et il y a 15 ans, on a fait un énorme effort pour, en quelque sorte, organiser la production, l'abattage, la conservation à la ferme. On est sûr qu'il faut prendre ce genre de mesures. Mais on sait aussi, ça a été dit, c'est vrai que dans le Gers aussi, on sait qu'on a des zones humides. Et ces zones humides ont reçu des oiseaux migrateurs. C'est incontestable qu'il y a eu ce phénomène. Donc il faut prendre l'ensemble des mesures. Et il faut adapter la production à chaque terroir, à chaque culture, à chaque histoire. Et je pense qu'il faut aussi prendre conscience que le foie gras n'est pas un produit qu'on peut trouver à n'importe quel prix, n'importe quand. Il faut aussi considérer qu'il y a des productions qui sont de plus en plus importantes et qui ne correspondent plus à une possibilité, ou en tout cas qui prennent le risque qu'on a évoqué. Et donc il va falloir choisir. Michel Dantin, est-ce que la réponse peut être aussi européenne, puisqu'il n'y a pas que la France qui est impactée, il y a l'Allemagne, la Hongrie, l'Autriche, le Danemark ou encore les Pays-Bas. Est-ce qu'il faut une solution européenne à cette crise sanitaire ? Bien sûr, quand j'évoque la question de la vaccination, elle doit être européenne. Il faut que la circulation de l'information, que les observations qui sont faites circulent entre les différents pays européens. Et il ne faut pas attendre que les pigeons voyageurs aient apporté l'information. Pour l'avoir, les moyens de communication que l'on a aujourd'hui doivent nous permettre de suivre l'évolution des choses en temps réel. Alors, je sais que la circulation peut-être d'oiseaux, de canetons en camion entre la Hongrie et le sud-ouest a pu accélérer les choses. Mais quand on regarde aujourd'hui les cartes où sont localisés des animaux malades au niveau européen, on voit tout à fait l'impact des flux migratoires. Alors, l'Europe aura sa contribution financière à amener et je vais personnellement y veiller. Je pense qu'il faut aussi s'engager sur une réflexion sur l'ensemble des risques, notamment sur le risque sanitaire comme sur le risque climatique. Avant de vous donner la parole pour vous faire agir, Josiane Palache, je vous propose d'écouter une autre personnalité politique présente aujourd'hui au Salon. C'est Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Il réagissait au micro de Mickaël Zamès. On l'écoute tout de suite. Xavier Bertrand, président des régions Hauts-de-France. Vous êtes aujourd'hui le porte-parole de votre région au Salon de l'Agriculture. Il y a besoin d'un porte-parole en ce moment ? Oui, puis il y a aussi besoin d'être porte-parole, je le pense, de l'agriculture au niveau national. Je sais que dans la région, c'est une région, première région agricole pour la valeur. Je sais le poids des paysans et je sais aussi que si j'ai plus d'agriculture, j'aurai pas d'agroalimentaire. Mais j'aimerais bien qu'on ne témoigne pas notre attachement à l'agriculture seulement pendant le salon de l'agriculture. Je voyais des éleveurs tout à l'heure qui disaient « tout est sympa, les visiteurs sont très sympas, mais les politiques, vous servez à rien ». Vous servez à rien, c'est ce qu'il me dit. Et c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'on entend aussi. Et ce n'est pas tout à fait faux. Parce qu'il faut se méfier, je l'ai dit moi-même là tout à l'heure. J'ai fait un discours, je dis méfiez-vous des discours, même des miens. Il n'y a que les actes qui comptent. Est-ce que oui ou non, on est capable aujourd'hui de baisser leurs charges ? Parce qu'en baissant leurs charges, on leur permet de vivre un peu mieux et d'investir. Parce que s'ils investissent, ils modernisent leurs exploitations, ils baissent leurs coûts de production. C'est ce que vous avez fait ? Oui, moi c'est ce que j'ai fait clairement dans la région. Normalement, ce n'est pas le boulot de la région. C'est à l'État de le faire. La région, elle est juste là pour gérer les fonds européens, le FEADER, 250 millions d'euros sur toute la période. Mais nous, on veut aller au-delà.
parce que sur l'ensemble du mandat, on dépensera plus de 120 millions d'euros pour l'agriculture, parce que je pense qu'on peut faire des choses efficaces. On a aidé en priorité dès l'an dernier, première session, première réunion, les éleveurs qui étaient en grande difficulté. On a pris en charge une partie de leurs frais financiers. On a décidé également d'aider les céréaliers. Tout ça, ce n'est pas normalement à moi de le faire. Mais moi, je ne peux pas rester les bras croisés en disant « vous êtes dans la difficulté, tant pis pour vous », là l'adresse du ministre. Mais je rêverais que tout le monde se réveille, et qu'on comprenne bien qu'on ne pourra pas continuer à venir à un salon de l'agriculture pour ceux qui ne viennent qu'à cela si on n'aide pas les agriculteurs. Et qu'on n'en parle pas seulement quand il y a des crises. Dans ce domaine, comme dans les autres, vous demandez aux candidats à l'élection présidentielle de se réveiller? Oui, bien sûr, mais il y a clairement, je vois, bon, c'est un secret polichinelle, je suis engagé derrière François Fillon, il y a des idées intéressantes sur la fiscalité. Pas la payer seulement sur une année. Est-ce que vous payez vos impôts sur l'année d'avant qui a été très bonne? Vous faites comment quand le prix, par exemple, des céréales s'effondre, comme ça a été le cas en 2016? Vous ne pouvez pas. Après, il faut aller quémander des délais pour payer. Il faut pouvoir lisser la fiscalité. Le patrimoine. Vous ne pouvez pas demander à des paysans d'être terrorisés à l'idée, s'il y a des difficultés, qu'on saisisse la ferme familiale, leur domicile. Donc ça, il faut protéger. Moi, je voudrais aller beaucoup plus loin. Si c'est moi qui avais les clés ou je pouvais faire des recommandations, moi, je suis pour des zones franches rurales. On a su trouver les moyens en ville pour redonner de l'activité dans des quartiers. Mon Dieu, mais on peut le faire en milieu rural. On se donne un certain niveau de revenus, et là, pas de charge sociale, pas de charge fiscale. Là, les agriculteurs, plutôt que de tendre la main, ont de l'argent pour vivre et pour investir. Je crois beaucoup à cela. Voilà, retour en plateau à présent. On continue notre débat consacré à cette crise de la grippe aviaire. Josiane Palache, comment on peut élaborer finalement un plan de sécurisation sanitaire suffisamment renforcé pour ne plus connaître l'épisode que l'on est en train de connaître en ce moment? Je voudrais revenir sur le cas de la vaccination. Alors moi, je tiens à vous préciser, je ne suis pas virologue, hein, mais bon, à écouter un peu les autorités sanitaires, elles sont opposées à l'idée de vaccination parce que bon, sur les grippes aviaires, on supprime les symptômes, mais on ne supprime pas la diffusion du virus. Et les grandes peurs quand même des autorités sanitaires, c'est qu'on arrive, qu'on ait des virus zoonotiques, c'est-à-dire qui peuvent se transmettre à l'homme. Il y a le danger, il existe quand même, et qu'en Asie, il y a déjà à présent, sur un virus, alors je ne sais pas quel est le numéro, où il y a eu quand même 40% de mortalité transmise à l'homme et 40% de mortalité chez l'homme. Donc il y a de réels dangers là-dedans, et donc il faut diminuer cette pression virale. On ne peut pas vivre avec le virus en permanence. Il faut diminuer cette pression virale, mais on ne peut pas. La question de la vaccination, au jour d'aujourd'hui, n'est certainement pas une solution en vue des probabilités d'éventualité de transmission à l'homme. Après, je crois, là quand même, sur les différentes formes d'élevage, je ne veux pas qu'on... Toujours de dire on oppose les systèmes ici et là, je crois que ce n'est pas des questions d'opposer les systèmes les uns à l'autre, mais quand même aujourd'hui il est clairement établi dans cet épisode de grippe aviaire que c'est quand même le modèle hyper industrialisé de cette production avec une segmentation en outrance qui est la cause de la diffusion massive de ce virus et qu'il faut revenir certainement à des, je dirais, à des formes d'élevage qui pourront être contaminés, mais qu'on va accepter d'avoir des élevages contaminés, mais qui n'aura pas de risque de diffusion aussi intense. Je sais bien que mes contradicteurs ne sont pas d'accord là-dessus, mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est clairement établi que c'est quand même ces systèmes-là qui causent gros problèmes. Pour ce qui est après des anciennes maladies animales, je parle le cas de la FCO, des vaccinations sur la FCO, alors on pourrait en faire un grand débat sur la FCO parce que c'est quand même bien plus compliqué que ça aussi. Pascal Ferré, je vous vois faire non de la tête. Oui, je suis obligé de battre en démenti mon collègue parce que moi je veux bien qu'on ait un vrai débat sur la taille de l'atelier par rapport aux risques sanitaires dans un élevage. Ça, je suis prêt à en débattre, c'est pas le sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui nous arrive là n'est pas sur la taille d'atelier. Ce qui nous arrive là, c'est qu'il y a un vrai sujet sur des manquements d'hygiène, de traçabilité, de sécurité. Ça, c'était prouvé. Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, je rappelle quand même que les premiers foyers qui ont été détectés étaient sur des élevages autochtones et pas sur des élevages. C'est-à-dire que les gens faisaient naître et abattaient et transformaient eux-mêmes. Donc, parce que ils avaient été contaminés. Faut pas faire de raccourcis. Il ne faut pas se raconter, comme on dit dans le sud, des carabistouilles. Il faut effectivement être sérieux. Le sanitaire, derrière ça, c'est la vie d'un territoire, la vie de paysans,
des centaines de salariés qui sont en cause. Et derrière ça, c'est aussi des pertes de marché que l'on risque de ne pas retrouver facilement. Moi, j'entends monsieur le sénateur dire il faut avoir confiance au Fora. Oui, oui, absolument. Mais quand le produit manque, d'autres produits prennent leur place. Et c'est dramatique. Il faudra que l'on analyse à froid, rapidement, les conséquences, effectivement, de qu'est-ce qui s'est passé. Traçabilité sanitaire. Le suivi virologique sur l'Europe, il y a des outils qui existent, ils sont à parfaire. Des décisions encore plus rapides. Je salue la décision de la DGL au deuxième plan d'être encore plus rapide pour effectivement remettre en production et rassurer les producteurs. Puis troisième pas, je reviens là-dessus, il faut que l'État, il faut que l'Europe amène les moyens budgétaires nécessaires pour que les agriculteurs ne pâtissent pas d'une situation extrêmement difficile. Jean-Jacques Lasserre, peut-être prenez votre micro. Cette crise économique, vous pensez que la filière peut s'en remettre facilement ou ça va être compliqué? Moi, je pense qu'elle pourra s'en remettre, à condition que les 3 échelons que j'ai indiqués, abattage, indemnisation, mesures à prendre dans le court terme qui ne seront pas très onéreuses, et définition d'un futur modèle, je crois qu'il faudra qu'on se mette autour d'une table. Vous voyez que la discussion ne sera pas forcément simple. Tous les arguments sont bons, mais je pense véritablement que le gigantisme, que les tailles exagérées sont véritablement préjudiciable peut-être au contrôle. Maintenant, c'est vrai qu'un gros élevage contaminé, numériquement et mathématiquement, ça fait plus de casse, mais il faut qu'il y ait un vrai débat. Je voudrais rajouter, simplement parce que ça a été évoqué, qu'il faut absolument que rapidement on trouve un système d'indemnisation des éleveurs. Avec quelques amis sénateurs, j'ai regardé un dossier de couverture de risque intempéries. Et nous sommes au point d'aboutir à un système perfectionné. Il n'y a aucune raison pour que le système sur lequel nous travaillons soit accompagné de couverture de risque sanitaire. À cela, il n'y a pas 36 000 conditions. La condition que la profession y souscrive, obligatoire ou pas, et qu'elle y apporte ses financements. Les compagnies d'assurance sont d'accord de sacrifier à cet exercice, à condition que les collectivités locales y apportent leur contribution, à condition que le dossier soit porté au niveau européen, parce qu'il est non pas probable, il sera obligatoire qu'une partie importante des financements européens, notamment le second pilier, soit consacrée significativement à la mise en place de systèmes assurantiels climatiques et sanitaires qui nous permettront enfin d'avoir un système assurantiel qui nous permettra non pas d'éradiquer, mais de passer ces crises-là. Je vous assure, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les types de décisions à prendre, c'est tout à fait jouable. Il faut qu'on se retrouve sur ce dossier. Ça rejoint ce que vous étiez en train de dire, justement, oui, Olivier. Hein. Oui, c'est tout à fait jouable. Et puis en plus, il y a une opportunité de date, parce qu'effectivement, avec les changements politiques qu'il va y avoir entre mai et septembre 2017 aux différents échelons nationaux ou européens, il y a sur ce système assurantiel-là une volonté politique qui peut être rapide. Et ça, je pense que Michel Dantin peut nous en parler. Oui, il y a une opportunité en ce moment même qui se discute au niveau bruxellois de modification, d'ajustement de la politique agricole commune. Cette question du risque assurantiel est au cœur du débat. Étendre le risque climatique à toute l'Europe, ça représente une dépense de couverture publique de l'ordre de 4 milliards. Dans le cadre du budget de la PAC, c'est jouable. Sur l'aspect sanitaire, c'est financièrement jouable. C'est plus compliqué sur le plan du suivi individuel des dossiers. Aujourd'hui, nous avons en France les meilleurs spécialistes européens en matière d'assurance climatique. Et je suis sûr que si les choses fonctionnent correctement, dans les 3 ans qui viennent, on pourra avoir, sinon une généralisation, mais une extension de cette prise en charge au niveau européen, sachant que les pays d'Europe du Sud sont tous déjà engagés d'une manière ou d'une autre dans un système assurantiel, ce qui n'est pas le cas des pays d'Europe du Nord, qui sont majoritairement avec des productions animales. Allez, on va continuer ce tour de table, mais on retourne auprès de Michael Zamès, qui nous fait vivre le salon côté politique. Il était avec Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. On l'écoute. Jean-Christophe Lagarde, plusieurs jours de salon de l'agriculture, de nombreuses personnalités politiques. C'est le passage obligatoire, surtout en pleine campagne présidentielle. C'est le passage obligatoire, mais la question, c'est pas de passer pendant le salon, c'est de passer le reste du temps. D'habitude, c'est moins médiatique, mais l'agriculture française traverse des crises lourdes. On le voit dans la situation économique, on le voit aussi dans la situation sociale, humaine, avec le nombre de suicides qui existent dans les exploitations agricoles, alors qu'en fait, on a 3 choses à changer. La première chose, en tout cas, c'est l'opinion de l'UDI. Les 800 000 agriculteurs devraient voir leur protection sociale prise en charge par les 70 millions de Français que nous sommes, pour leur permettre d'être plus compétitifs et de s'en sortir. Ça coûte pas cher, mais ça permettrait en l'occurrence de garantir ce qu'on attend de nos agriculteurs. 1, l'autonomie alimentaire, que la France ait toujours de quoi manger quoi qu'il arrive. Si on voit disparaître nos agriculteurs,
il n'y aura plus demain de quoi manger si jamais il y a une crise internationale qui nous empêche d'importer. 2, la sécurité alimentaire, parce qu'on sait qu'en France, on sait faire de bons produits, pourvu qu'on donne le moyen aux agriculteurs de le faire. Et 3, du fait que les campagnes françaises ne soient pas vides, si on fait cette réforme-là, sur quelques centimes de plus pour ce qu'on achète, en réalité, on permet à nos 800 000 agriculteurs de vivre, on permet à la France d'être autonome, d'être en sécurité et de ne pas devenir un grand désert intérieur. Et c'est l'Europe aujourd'hui le cœur du problème? Non, l'Europe n'est pas le cœur des problèmes, c'est la France le cœur du problème. Quand il y a une règle européenne qui s'applique à l'agriculture, qu'en Allemagne, on ne rajoute pas de règles allemandes, mais qu'on en rajoute en France, on rend les choses plus chères, plus difficiles pour les Français. Ce n'est pas l'Europe le problème, c'est la France qui rajoute des règles. Et nous avons obtenu dans le programme de François Fillon que désormais, la France ne rajoute plus de règles françaises aux normes européennes, pour qu'on soit à égalité. Et nos agriculteurs qui sont bons en productivité, qui sont bons en qualité, si on ne leur rajoutait pas des normes qui servent à rien, alors que les autres pays ne le font pas, ils seraient plus compétitifs et on pourrait là aussi regagner des parts de marché, leur donner les moyens de vivre. Merci beaucoup, Christophe Lagarde. Merci Mickaël. Raymond Vall, vous souhaitiez intervenir justement, on évoquait cette question des dossiers d'indemnisation auprès de l'Union européenne. Oui, alors moi je souhaitais intervenir parce que je pense que tout le monde fait le maximum. Toutes les collectivités, du plus bas niveau jusqu'au plus grand, font le maximum. Mais moi je connais des acteurs de la filière volaille ou autres qui aujourd'hui, comme l'a dit mon collègue sénateur, il est urgent de les aider. Et quand ils vont chez leurs partenaires financiers, se sont retrouvés avec des financements de découvert à 2 chiffres. C'est un véritable scandale. Si nous voulons sauver cette filière, il faut que tout le monde se mette à l'unisson. Et ça, on n'en parle pas. Donc, si vous voulez, il y a urgence et il faut que tout le monde prenne conscience que de toute façon, cette filière est fragile, que ça fait 2 années consécutivement qu'elle est touchée et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'un organisme financier fasse les taux à 2 chiffres. Je le dénonce. Alors, on parlait effectivement de la filière des producteurs de foie gras. Je vous propose aussi de voir ce qui se passe du côté de l'Aubrac en Lozère avec un éleveur qui est à vos côtés, Saveria. Oui, je suis avec Philippe Trigors, qui est éleveur d'Aubrac en Lozère. L'Aubrac, c'est la race qui se trouve là juste derrière nous. Alors cette année, on parle bien sûr beaucoup de grippe aviaire, mais les éleveurs de vaches ont eux aussi connu beaucoup de crises, notamment celle de la vache folle. De la vache folle, de la FCO. Oui, c'est vrai qu'on a connu la FCO dernièrement. Ça a fait un impact sur le cours des animaux. Ça a bloqué les animaux. Des retards des coûts pour les agriculteurs, évidemment. C'est-à-dire que n'importe quelle crise sanitaire vous impacte directement? Un coût, oui, un coût, puisqu'on les garde plus longtemps, on ne peut plus les vendre. On est pénalisé, on ne peut plus les vendre, on est bloqué. Tout est bloqué. Alors le coût qui nous coûte de les garder, de continuer de les garder, ça nous coûte. Et immédiatement, de la même manière, le consommateur n'achète plus? C'est vrai que les gens, ils ont de suite, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un truc, les gens, ils ont un doute, de la méfiance, tout ce qui s'ensuit, bon, c'est sûr. Est-ce que selon vous, vous avez l'impression qu'en cas de crise, l'État est assez présent, assez réactif? Oui, oui, oui. Si. C'est un peu long, mais c'est vrai que ça irait plus vite, ça serait mieux, parce que pour les agriculteurs, déjà qu'on est assez limité dans les cours, dans le coût du métier. C'est un métier difficile et qui coûte. Faut pas rêver, ça coûte. Et ça irait un peu plus vite, c'est vrai que ça serait mieux, mais bon. Quand on est éleveur, comment on fait face à ces crises? Eh bien, on essaye de resserrer. Il y a une solidarité. Oui. Il y a une solidarité entre éleveurs. Oui. Je vais répondre oui. Les gens, oui, si. Un peu, oui, quand même. Et ensuite, immédiatement, comment vous faites face à ces crises? Immédiatement, il faut réagir, il faut contacter les pouvoirs publics? Ah ben oui, de suite, il faut contacter, oui, il faut bloquer, il faut de suite. Il faut avoir appel à la FNSEA et puis c'est tout. Eux nous défendent et eux nous défendent et quand même, bon, à côté, bon, il nous faut attendre que les cours reprennent, mais bon. Et une dernière question, est-ce que vous avez peur que ces crises se multiplient à l'avenir, ces crises sanitaires? Oh ben j'ai bien peur que oui, ça continuera. Il y aura toujours quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y faire face, il faut être prévoyant, parce que oui, je sais, il y aura d'autres crises. Très bien.
Très bien. Merci beaucoup. Merci à Philippe Biggers d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup. Merci Saveria. Pascal Ferré, on entendait Raymond Val s'inquiète aussi du rôle des banques peut-être dans l'accompagnement des éleveurs en difficulté. Elles doivent aussi jouer le jeu, les banques selon vous? Il n'y a pas que les banques, oui, les banques bien sûr, parce que c'est l'organisme financier, mais je dirais que dans l'état actuel des choses, les problèmes ne se posent pas là. Les banques doivent jouer le jeu avec des tarifs compétitifs. Il ne faut pas non plus se faire effectivement du gras sur des périodes aussi difficiles que celles-ci, dont les agriculteurs, dans ces cas-là, n'ont pas de marge de manœuvre. Il faut quand même le rappeler, c'est du jour en main, il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus de recettes, on met au chômage les personnes et il n'y a pas de quoi faire vivre la maison quand même, ne pas l'oublier. Donc je pense qu'il est là, oui. La deuxième, c'est que, là encore une fois, il faudra qu'on tire les conséquences de cette crise. Cette crise, elle est multifactorielle, il faudra qu'on analyse en filière. Et je pense que là, on sera tous d'accord pour y regarder. La troisième, par rapport à ce que disait l'exploitant agricole qui intervenait sur vos ondes tout à l'heure. Pour une fois, je veux dire, l'État, sur l'ensemble des crises sanitaires animales, a bon diagnostic. On a l'outil qui va bien. Les états généraux des sanitaires qui ont été créés en 2007-2008 ont créé des outils qui permettent d'avoir une réactivité suffisante. Là où je dis attention, il ne faut pas qu'on aille trop loin, c'est sur un point. Moi, je suis favorable à la mise en place d'un système assurantiel qui implique la profession, l'État et l'Europe. Là-dessus, je n'ai pas de souci. Moyennant quand même que l'État ne file pas la patate chaude. Parce qu'il y a quand même des risques sanitaires qui sont d'ordre zoonotique, avec un risque lié pour la santé humaine à terme. Il ne faut pas quand même qu'on nous donne tous ces risques en risque professionnel et qu'on se débrouille seul. Je le dis très sincèrement parce que si sur la fièvre catarrhale ovine, par exemple, on prend cet exemple-là, il n'y a pas de risque avéré pour la santé humaine, je rappelle que sur le H5N, quelque chose, il y a quand même un risque de générescence et de mutation de ce virus qui pourrait se transmettre à l'homme. Et là, je dis attention, la profession n'a pas les moyens non seulement d'assumer un risque pareil, il faut que l'État reste devant l'agent régulateur sur la scène. La deuxième, et je finis mon propos là aussi là-dessus, quand nous allons à la Commission européenne, on entend effectivement, Michel Dantin a raison, il y a une prise de conscience collective sur le sujet et les outils financiers seraient disponibles. Faut-il encore que nous ayons la force de persuasion de cultiver effectivement au nord de l'Europe que ce risque, c'est un risque de mutualisation. Et ils ne veulent pas en entendre parler, alors que les pays du Sud l'ont. Le Nord considère que c'est one shot, on assume le risque, on paye terminé, basta. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas pris conscience suffisamment à ce jour, et ce sera notre boulot, nous la France, si on a la volonté, de faire partager cette ambition. Oui, Jean-Jacques Lasserre, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Deux mots simplement, moi je suis très heureux que le débat tourne autour du système assurantiel. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, j'étais convaincu que véritablement les représentants des collectivités, les représentants à l'Europe partageraient ce point de vue. Il y a véritablement des marges de manœuvre considérables dans les épures budgétaires que nous connaissons. Pour ce qui est du financement des agriculteurs en difficulté, vous savez, à chacun sa responsabilité. Je préside une collectivité départementale et j'ai mis en place, je pense que le Gers va faire de même, les Landais vont faire de même ou l'ont déjà fait. Ce n'est pas compliqué de négocier avec des banquiers en leur disant, mettez en place des dispositifs bancaires dans l'attente des financements de l'État, nous nous chargeons du coût de la bonification et je vous assure, lorsqu'on met en concurrence les banques, lorsqu'on fait appel à leur sagacité mais également à leur instinct commercial, on arrive à de bons résultats. Il est très facilement envisageable de dire aux agriculteurs, dans l'attente de l'intervention de l'État, qui sera significative. Vous savez, je ne suis pas ici pour défendre l'État, mais de toute façon, la réaction a été convenable et rapide. Il est tout à fait possible aux collectivités locales de prendre leurs responsabilités et de rendre d'énormes services. On arrive bientôt au terme de ce débat, Josiane Palache. Est-ce qu'on a finalement su tirer les leçons de ce scandale sanitaire, selon vous? On va voir si on va tirer les conclusions de cet épisode sanitaire. C'est les conditions de repeuplement. Nous, on est très très attachés à voir ces conditions de repeuplement, comment elles vont s'effectuer, pour voir si effectivement on a tiré les conséquences et dans l'avenir, s'il y a de nouveaux cas, qu'il y aura des nouveaux cas, mais suivant l'ampleur qu'ils pourront prendre, s'ils peuvent être contenus sur certaines zones très rapidement, ou si effectivement ils prennent une ampleur très grande. Pour ce qui est du système assurantiel, je ne sais pas tellement exprimer sur ce sujet-là. Nous, on regarde ça avec extrêmement de prudence quand même, parce que confier ça à des assurances, c'est bien ce qu'ils peuvent faire par moment, les excès qu'ils peuvent avoir. Donc, nous, on préférerait que ce soit l'État qui assure ça, plutôt que des systèmes assurantiels privés qui, bon, on n'est pas toujours convaincus de leur efficacité tout le temps.
Eh bien, merci. Peut-être le mot de la fin très rapidement avec vous, Raymond Vall, si vous voulez bien. Désolé. Oui, sur la confiance aussi des consommateurs, on le disait. Pour l'instant, la production de foie gras n'a pas été trop endommagée. Est-ce qu'il faut, eh bien, peut-être, un dernier message? Oui, moi je voudrais revenir sur ce qu'on a vu, la dignité de ces hommes et de ces femmes qui tous les matins reviennent sur les lieux vides et qui ne se découragent pas. On n'a pas le droit de ne pas les aider. Il faut vraiment, sur l'ensemble du clavier qui nous est permis d'agir, il faut agir pour les sauver. Et je relance cet appel, consommer du foie gras. Eh bien, merci pour cet appel. Merci Raymond Vall. Merci à tous les 6 d'avoir participé à ce débat. Fin de cette émission. Prochain rendez-vous demain matin à partir de 11h30 et on parlera cette fois compétitivité de l'agriculture. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat. Public Sénat, Campagne TV et Groupama vous ont présenté Salon ouvert. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Demain, en direct du Salon de l'Agriculture, Public Sénat débattra de la compétitivité du monde agricole. Salon ouvert en partenariat avec Groupama, demain à 11h30 en direct sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat.